Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Il y avait quelque chose de différent dans le regard d'Obena. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas la confiance silencieuse née d'années de service et de loyauté. C'était autre chose, quelque chose de non dit mais de puissamment vivant dans le silence qui les unissait. Ife le remarqua pour la première fois un après-midi tranquille, alors qu'elle rangeait des dossiers sur son bureau pendant qu'il signait des lettres. Sa plume marqua une pause au milieu de sa signature, son regard soutenant le sien un instant de trop. Elle leva les yeux, lui adressa un sourire poli, et se retourna aussitôt à son travail, sentant son cœur s'accélérer. Elle prit cela pour de la gratitude, celle qui naît entre ceux qui ont traversé le feu ensemble. Mais plus tard dans la soirée, tandis qu'elle repensait à ce moment dans sa chambre, quelque chose dans son regard persista dans son esprit comme un fil à tirer. Obena ne savait pas vraiment quand son admiration pour Ife avait atteint un point plus tendre. Peut-être était-ce dû à sa façon de toujours anticiper ses besoins sans le laisser se sentir impuissant, ou à la force calme avec laquelle elle gérait le chaos domestique et les engagements publics. Mais maintenant, chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, quelque chose dans sa poitrine s'éveillait, un doux désir qui le faisait douter de son droit à ressentir de telles choses. Il avait traversé trop d'épreuves, porté trop de regrets. Pourtant, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle riait, ou la façon dont elle marchait avec humilité et fierté, avait commencé à défaire quelque chose de durci en lui. Il se surprit à l'observer quand elle ne regardait pas, mémorisant les traits de son visage. Il voulait lui dire ce qu'il ressentait, mais pour l'instant, il le gardait secret, craignant que nommer ce sentiment ne brise la paix fragile qu'ils avaient bâtie. Le gala de charité avait eu lieu à la demande d'une ONG partenaire de Maduka Holdings, et Obena avait hésité à y assister. La foule le mettait toujours mal à l'aise, surtout lorsque les rumeurs commencèrent. C'est l'homme dont la femme l'a trompé, celui en fauteuil roulant. Mais il accepta, et quand vint le moment de choisir quelqu'un pour l'accompagner, il contourna son assistante personnelle et demanda à Ife. « Tu comprends ma voix mieux que quiconque », expliqua-t-il. De plus, tu es désormais le visage de la fondation. Ife avait hésité. L'idée de se tenir à ses côtés lors d'un événement public lui avait fait des vagues, mais elle avait accepté. Le soir du gala, elle portait une robe ankara modeste mais élégante, ses cheveux naturels étant relevés en un chignon souple. Quand Obena la vit, son souffle se coupa. « Tu es parfaite, » dit-il. Elle sourit, mais l'énergie entre eux n'était plus innocente. Au gala, les photographes rôdaient, les journalistes bourdonnaient, mais Obena avait toute son attention sur elle. Elle se tenait à ses côtés pendant son discours, les mains fermes, sa présence ancrée dans la réalité. Lorsque leurs doigts se sont effleurés pendant un toast, un choc les a traversés tous les deux. Aucun des deux n'en a pris conscience, mais aucun des deux n'a oublié. Tout au long de la soirée, il ne cessa de lui jeter des regards furtifs tandis qu'elle saluait les donateurs, discutait avec les bénévoles et répondait aux compliments avec grâce. Il était clair pour tous qu'elle n'était plus une simple domestique. Sur le chemin du retour, un silence pesant emplit la voiture. Obena voulait parler, poser la question que ses yeux lui avaient déjà posée 1000 fois. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, et il resta assis tranquillement à côté d'elle, les mains jointes, l'esprit bourdonnant d'un espoir qu'il avait trop peur d'exprimer. Les murmures recommencèrent le lendemain matin. Le personnel n'était pas désagréable, juste curieux, avec cette attitude réservée et bavarde que l'on adopte quand le rapport de force change. « Avez-vous vu le regard d'Oga au gala » chuchota un collant au jardinier. « Ce n'est pas que du respect, oh » ajouta un autre cuisinier en haussant un sourcil entendu. Ife le remarqua à la façon dont les conversations s'interrompaient lorsqu'elle entrait en cuisine, ou à la révérence gênée des jeunes employés qui l'accueillaient. Même Maman Keshi, toujours aussi subtile, lui lança un long regard interrogateur avant de lui tapoter la main. Ife essaya de l'ignorer, se repliant sur ses tâches, faisant comme si tout était normal. Mais la normalité avait changé. Elle le sentait à la fréquence accrue d'Obena qui l'appelait dans son bureau, à la chaleur et au sens profond de leur silence partagé. Pourtant, elle n'osait rien présumer. Elle était allée trop loin pour confondre gentillesse et romantisme. Obena, quant à lui, entendit les murmures et ne les nia pas, mais il ne les confirma pas non plus. Il n'était pas prêt. Le poids d'être une personnalité publique,
un homme encore perçu par beaucoup comme brisé, pesait lourdement sur lui. Que diraient les gens? Qu'il était tombé amoureux d'une ancienne domestique? Qu'il était seul et désespéré? Il craignait d'entraîner Ifeu dans cette tempête. Mais sa retenue ne faisait qu'amplifier les murmures. Le manoir devint un véritable creuset de spéculation, chaque regard, chaque sourire échangé faisant désormais l'objet d'une analyse. Ifeu commença à l'éviter pendant la journée, prétextant des conflits d'horaires ou des cours à l'université. Obéna remarqua la distance, mais il la laissa faire, convaincu que c'était le timing, et non l'affection, qui était l'obstacle. Pourtant, quelque chose lui disait que la vérité ne resterait pas longtemps secrète. L'anniversaire d'Ifeu arriva sans tambour ni trompette. Elle n'en avait parlé à personne, et encore moins à Obéna. Elle ne l'avait jamais vraiment fêté, du moins depuis la mort de son père. Mais en entrant dans son bureau, dans l'aile administrative, un léger soupir s'échappa de ses lèvres. Sur son bureau se trouvait un coffret cadeau soigneusement emballé, avec un mot manuscrit, « À la femme qui m'a aidé à remarcher, avant même que mes jambes ne s'en souviennent. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une montre-bracelet délicate, gravée au dos, « Le temps te devait plus. » Que cela commence maintenant. Ifeu s'assit lentement, bouleversé. La montre était modeste, mais elle pesait lourd sur sa poitrine. Elle la serra contre elle, les mains tremblantes. À cet instant, elle comprit que ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était de l'attention. C'était de l'amour déguisé. Obéna fit semblant de ne pas voir sa réaction sur l'écran de vidéosurveillance de son bureau, mais il vit le moment où elle posa les mains sur sa bouche. Il se détourna avant qu'elle puisse lever les yeux. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il voulait juste qu'elle sache qu'il l'avait vue, vraiment vue. Plus tard dans la soirée, il l'appela dans le jardin sous prétexte de lui demander une mise à jour de son emploi du temps. Elle arriva, montre au poignet, le regard un peu plus doux. « Tu t'en souviens ?» dit-elle doucement. « Je m'en souviens toujours » répondit-il. La lune était basse entre eux, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Les sentiments qu'ils ravalaient pesaient désormais sur leur silence comme des vagues sur le rivage. Pourtant, aucun des deux ne bougeait. L'amour était proche, mais il ne l'avait pas encore laissé respirer. C'était une soirée ordinaire, imprégnée du parfum d'hibiscus dans le jardin et du bavardage lointain du personnel de maison terminant ses tâches. Obéna était assis sur la véranda dans son fauteuil roulant, les yeux fermés, respirant la paix. Ifeu s'approcha discrètement et lui apporta du thé. « Tu n'es pas toujours obligé de me servir, » dit-il, les yeux toujours fermés. « Je sais, » répondit-elle. « Parfois, j'en ai juste envie. » Il ouvrit alors les yeux, croisa les siens, et pendant quelques secondes, le monde se rétrécit à eux seuls. « As-tu déjà imaginé ce que ça aurait été si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances ?» demanda-t-il soudain. Elle cligna des yeux. « Tout le temps, » murmurait-elle. C'était la première fois qu'il prenait conscience du courant sous-jacent qui les rapprochait, petit à petit. Ils restèrent silencieux après cela, tous deux effrayés d'en dire trop. Le clair de lune les enveloppait comme une bénédiction secrète. Obéna se tourna vers elle, sa main effleurant doucement la sienne, sans la saisir complètement, mais sans la retirer pour autant. Ifeu ne bougea pas. Son cœur battait fort dans sa poitrine, non pas de peur, mais de reconnaissance. Quoi que ce soit, cela n'était plus seulement un devoir ou de l'affection. C'était devenu quelque chose de plus profond. Le genre de sentiment qui n'a pas besoin de mots, mais qui vit dans les pauses, les gestes, le souffle partagé entre deux êtres qui ont tous deux connu la perte. L'amour avait commencé à naître, défiant silencieusement le passé. Et même si aucun d'eux n'osait encore le dire, il était là, grandissant comme une flamme qui refusait d'être cachée. La visite est arrivée de manière inattendue. Depo Akinlade, ami et partenaire commercial de longue date d'Obéna, était arrivé d'Abuja en avion pour se rendre à une conférence sur le développement à Victoria Island. Depo, bruyant et charismatique, était l'une des rares personnes à avoir soutenu Obéna après l'accident. À son arrivée au manoir, Ifeu l'accueillit à la porte d'entrée. Depo leva les sourcils d'admiration en lui serrant la main. « Obéna, tu ne m'avais jamais dit que ta femme était aussi gracieuse. » La taquina-t-il une fois à l'intérieur. Obéna ouvrit la bouche pour le corriger, mais les mots ne vinrent pas. Il se contenta de sourire poliment, son regard se tournant vers Ifeu, figé près du plateau qu'elle était en train de préparer.
L'atmosphère changea, lourde de suppositions et du poids de ce qui restait non dit. « Elle est plus que gracieuse », murmura finalement Obéna, avant de se taire. Ife passa le reste de la journée dans un brouillard inquiétant. Le commentaire de Despaux avait été léger, mais il la força à affronter la façon dont les autres la percevaient désormais. Ce soir-là, après le dîner, elle se retira dans sa chambre plus tôt que d'habitude. Obéna remarqua son absence. Seul dans son bureau avec Despaux, il prit enfin la parole. « Ce n'est pas ma femme, » dit-il doucement. Despaux haussa un sourcil. « Mais tu aimerais qu'elle le soit. » Obéna baissa les yeux. « Je ne sais pas si j'ai le droit de ressentir ça. Je suis encore en train de me reconstruire. Elle mérite un homme complet, pas un homme à moitié brisé. » Despaux glausa. Obéna, l'amour ne vérifie pas les plans. Il choisit, c'est tout. Mais Obéna n'était pas encore prête à y croire. Et Ife, allongé dans sa chambre, la poitrine serrée, ne savait pas ce que signifiait ce silence. Protection ou rejet? Incapable de supporter plus longtemps ce nœud de confusion, Ife se tourna vers la seule personne qui lui avait jamais offert son véritable point de vue, Maman Kéchi. Elles étaient assises dans le jardin derrière la cuisine, épluchant des ignames sous la lueur orangée du début de soirée. « Maman, comment sais-tu que quelque chose de réel pousse, mais que tu as peur de le toucher ?» demanda Ife. Les mains de Maman Kéchi ralentirent. Elle observa Ife, puis sourit doucement. « Ah, ma fille, tu l'as déjà touché. Cette peur dans ta poitrine, ce silence plus lourd que des cris, c'est l'amour qui cherche sa place. » Ife baissa les yeux. « Mais je suis toujours moi. Et il est Obéna Maduka. » La vieille femme rit doucement. « Les titres ne font pas le bonheur. La gentillesse, si. Et tu lui as rendu la vie. » Maman Kéchi a néanmoins ajouté un avertissement. L'amour avec un homme comme lui est synonyme de tempête. Si tu le choisis, tu dois être prête à l'ancrer. Plus tard dans la nuit, Ife passa devant le bureau d'Obéna et le vit endormi à son bureau. Un plaid moelleux pendait à moitié de son épaule, et des papiers jonchaient le bureau comme des feuilles mortes. Elle s'approcha et ajusta délicatement la couverture. Il le fixa du regard, mais ne se réveilla pas. À cet instant, elle ne vit ni un milliardaire ni un infirme, mais une personne, un homme qui portait en lui autant de douleur que de force. Sa main se posa sur son épaule avant de se retirer. Son cœur battait avec clarté. Elle l'aimait. Non pas pour ce qu'il avait, mais pour la façon dont il avait peu à peu dissipé sa propre peur. Mais elle comprenait aussi le prix à payer. Aimer Obéna signifierait entrer dans un monde où l'on remettrait chaque jour en question sa valeur. Elle resta silencieuse, laissant sa détermination se renforcer. Quoi qu'il advienne, elle ne se mentirait plus. L'orage ne venait pas de la pluie, mais du silence. Une longue soirée de conversation s'est transformée en rire partagé autour d'une tasse de zobo sur la véranda du jardin. Obéna était assis dans son fauteuil roulant, les jambes couvertes d'un châle, tandis qu'Ife s'appuyait à la rambarde, ses pieds nus effleurant l'herbe. Il parlait de tout, de la cuisine de sa mère, de son enfance à Enugu, du chant des grillons la nuit. Puis les rires s'estompèrent. Le regard d'Obéna croisa le sien, et quelque chose passa entre eux. Lent, magnétique, indeniable. « Puis-je dire une bêtise ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Parfois, je me dis que cette maison n'a pas repris vie grâce à la justice ou à l'argent, mais grâce à toi. » Son souffle s'arrêta. « Ce n'est pas idiot, » dit-elle doucement. « Parce que parfois, je pense la même chose. » Il lui prit alors la main, hésitant, respectueux. Elle le prit. Il se pencha légèrement, juste assez pour que leurs fronts se touchent. Son souffle était sur ses lèvres, et dans cet instant suspendu, le monde s'immobilisa. Puis soudain, il s'est retiré. « Je suis désolé, » a-t-il murmuré. « Je ne devrais pas. »« Je ne le suis pas, » dit-il d'une voix brisée. Ife se leva vivement, retenant ses larmes. « Tu n'es pas quoi ?» demanda-t-elle. « Interdit d'être aimé ?» Mais Obéna ne dit rien. Il tourna simplement sa chaise et retourna dans la maison, la laissant dans le jardin, la poitrine douloureuse et le visage en feu. Le baiser n'avait pas eu lieu, mais quelque chose de plus profond s'était produit. Et maintenant, la douleur du presque était pire que le silence. Les jours passaient comme des vagues, lentes et pesantes, s'écrasant dans un silence qui refusait de s'estomper.
Ife se consacrait entièrement à son travail, supervisant le programme de sensibilisation de la Fondation, assistant à des conférences et gérant des budgets. Elle voyait à peine Obéna, et quand elle le faisait, leurs interactions étaient formelles. Freud's. Controlese. Maman Keshi l'a immédiatement remarqué. « On dirait que vous avez avalé des allumettes », a-t-elle dit un matin. Mais aucun des deux n'a avoué. En vérité, Obéna croulait sous la culpabilité. Il détestait l'expression d'Ife ce soir-là, celle qui disait « Pourquoi ne penses-tu pas me mériter ?» Il craignait d'avoir souillé quelque chose de beau avec ses insécurités. Alors il resta à l'écart, pensant que la distance était plus sûre que la déception. Mais chaque fois qu'il la voyait passer devant le bureau sans s'arrêter, sa poitrine se fendit un peu plus. Ife, quant à elle, se sentait ridicule. Avait-elle imaginé cette proximité? Avait-elle tout mal compris? Était-ce seulement de la gentillesse déguisée en affection? Ses nuits étaient remplies de questions et de prières inexprimées. Elle ne pouvait redevenir une simple servante, du moins pas dans son cœur. Mais elle refusait aussi de supplier un amour qui ne la voulait pas. Alors elle érigea des murs. Elle souriait pendant les réunions. Elle riait quand il le fallait. Mais intérieurement, elle pleurait quelque chose qui n'avait jamais vraiment commencé. Le manoir se divisa à nouveau en deux parties, l'aile où séjournait Obéna et l'aile ouest où travaillait Ife. Et entre les deux, une distance s'étendait, non pas de pièces, mais de mots non prononcés. Tard un soir, incapable de supporter le poids de son propre silence, Obéna prit une plume et écrivit. Les mots sont venus lentement au début, mais ils ont ensuite déversé sur le papier une vérité crue, honnête et saignante. Je ne sais pas comment être amoureux comme je le suis. J'ai peur que tu te réveilles un jour et que tu réalises que je suis plus un fardeau qu'une bénédiction. Mais Ife, quand tu touches mon épaule, je me souviens que je suis toujours un homme. Quand tu me souris, j'ai l'impression d'avoir encore un cœur qui bat. Et quand tu n'es pas dans la pièce, c'est comme si l'air oubliait comment circuler. Il l'a relu, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il se sentit nu, exposé non pas par la douleur, mais par l'amour. Il scella la lettre dans une enveloppe, prêt à la lui remettre le lendemain matin. Mais à l'aube, sa voix résonnant doucement dans le couloir, son courage s'effrit. Et si elle riait? Et si elle avait pitié de lui? Il rangea la lettre dans le tiroir, la verrouillant. Ce jour-là, il la salua avec la même politesse froide qu'il avait appris à porter comme une armure. Et elle, vêtue de sa plus belle jupe de bureau et d'un foulard, acquiesça en retour. Elles sourirent poliment, parlèrent des événements à venir et passèrent à autre chose. Mais l'atmosphère entre elles était encore chargée de mots qu'aucune n'avait le courage de prononcer. Et la lettre, rangée dans un tiroir, vibrait doucement de tout l'amour qu'il ne savait comment transmettre. L'offre de bourse arrivait dans une modeste enveloppe blanche, timbrée d'une université canadienne. Ife la tenait dans ses mains comme si elle pesait 1000 briques. Elle avait postulé des mois auparavant, avant que les choses avec Obéna ne se compliquent, et maintenant, la lettre d'acceptation la fixait avec une clarté inouïe. Elle comprenait une bourse complète, les frais de scolarité, les frais de subsistance, et même le voyage. Un diplôme en développement social et politique. Le genre d'opportunité dont aucune fille de son milieu n'aurait osé rêver. Mais, debout dans sa petite chambre, tandis qu'elle relisait la lettre encore et encore, son cœur ne bondit pas, il se serra. Il y avait de l'excitation, certes, mais sous-jacente, de l'effroi. Comme cela ne ressemblait pas à un début, c'était comme s'éloigner d'une histoire qu'elle n'avait pas fini de raconter. Obéna l'apprit plus tard dans la soirée, lorsque Momonkeshi en parla en passant. Sa main se figea sur son verre. « Quand part-elle » demanda-t-il d'une voix trop calme. « Dans 2 semaines, » répondit Momonkeshi en l'observant attentivement. Obéna ne dit rien de plus, mais pendant le reste de la soirée, il ne parvint pas à se concentrer. Ses pensées s'emballèrent. De quel droit lui demandait-il de rester? Elle avait des rêves, des ailes prêtes à s'envoler. Mais l'idée qu'elle soit partie, que son sourire n'illumine plus ses matins, que son rire ne résonne plus dans le jardin, lui donnait l'impression d'être coincé sous l'eau. Pourtant, lorsqu'il la revit le lendemain, il sourit simplement et lui dit « Félicitations ». Et elle hocha la tête, masquant la douleur dans sa poitrine. 2 cœurs, chargés de mots, et pourtant liés par le silence. Ife ne voulait pas d'histoire,
Mais Momonkeshi insista pour un petit dîner d'adieu. La salle à manger était décorée modestement mais avec élégance. Une table de riz jollof, de muamua, de poissons grillés et de bananes plantains frites. Même le personnel était présent, souvent les yeux pleins de larmes, offrant bénédictions et cadeaux. Obena était assis en bout de table, s'efforçant de garder son calme. Son costume lui allait parfaitement, ses cheveux fraîchement coupés, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ife, vêtu d'une douce robe couleur pêche gombo, se déplaçait gracieusement parmi eux, acceptant les câlins et les mots gentils. Mais elle ne cessait de lui lancer des regards furtifs. Elle avait espéré, prié même, qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais son silence portait le message le plus fort. Quand vint le moment pour Obena de parler, il se leva lentement, une main posée sur la table. « Nous sommes réunis ici pour célébrer une femme remarquable », commença-t-il d'une voix calme mais tremblante. Quand Ifunya entra dans cette maison, elle n'avait aucune raison de rester. Mais elle resta. Et ce faisant, elle restaura ce que ce foyer avait perdu, son cœur. Un léger murmure d'approbation résonna autour de la table. Il la regarda alors, le regard lourd. Je ne dirai pas au revoir. Parce que certaines personnes laissent des empreintes trop profondes pour s'effacer. Ife sourit faiblement, mais ses mains se crispèrent sur son verre de vin. Elle ne savait pas si c'était sa façon de lui dire de rester ou de la laisser partir. Le dîner continua donc, ponctué d'adieux déguisés en bénédiction, tandis que deux cœurs se brisaient silencieusement derrière des sourires figés. Ce soir-là, Ife était assise à sa fenêtre, le regard perdu dans l'obscurité. Sa valise était prête à côté de son lit. Elle aurait dû être fière. Elle l'avait mérité. Mais elle ne ressentait qu'un vide. Juste avant minuit, on frappa à sa porte. C'était Obena. Il était assis sur le seuil, les mains jointes sur ses genoux. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il. Elle acquiesça et s'écarta. Moi non plus. Ils restèrent assis en silence un long moment. Puis il se tourna vers elle, les yeux rouges. « Ne pars pas avec Ife. » Son souffle s'arrêta. « Obena, s'il te plaît, » dit-il d'une voix brisée. « Pas sans savoir que je t'aime. » Les mots tombèrent comme une pierre dans une rivière tranquille. Des vagues de choc et de désir la traversèrent. Elle se leva, incertaine d'avoir bien entendu. « Tu m'aimes » Il hocha la tête. « Je t'aime depuis le jour où tu as grondé ma femme et mon frère dans cette même maison. Depuis, je suis un lâche. » Se cachant derrière la gratitude et la peur. Mais pas ce soir. Les larmes montèrent aux yeux d'Ife. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » murmura-t-elle. « Parce que je ne pensais pas mériter quelqu'un comme toi. » Elle s'agenouilla devant lui et lui prit les mains. « Tu n'es pas brisé, Obena. Tu as juste peur. Moi aussi. » Et dans cette pièce silencieuse, entourée d'une valise à moitié pleine et d'un cœur trop plein pour fuir, quelque chose de sacré a finalement pris vie. Ils ne dormirent pas cette nuit-là. Ils restèrent dans le jardin, où la rosée caressait l'herbe et où la lune éclairait leurs silhouettes comme un projecteur sur le destin. Obena était assis, une couverture sur les genoux, tandis qu'Ife se blottissait contre lui, sa main posée délicatement sur la sienne. Les mots coulaient comme un torrent, souvenir, peur, rêve, confession. Puis le silence retomba, non pas gênant, mais sacré. Lentement, elle se pencha en avant, son front effleurant le sien. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Aucun recul. Obena pencha la tête et leurs lèvres se rencontrèrent, douces, respectueuses, pleines de l'amour qu'ils avaient tous deux caché trop longtemps. Ce n'était pas qu'un baiser. C'était une promesse. Un mélange de douleur et de guérison. Lorsqu'ils se séparèrent, Obena la regarda avec étonnement. Cela signifie-t-il, elle sourit. Je reporte la bourse. Pour l'instant. Certains voyages ne commencent pas par un avion. Ils commencent par la vérité. Il rit doucement et, pour la première fois depuis longtemps, son sourire lui monta aux yeux. Alors, faisons ce voyage ensemble. Elle hocha la tête, posant sa tête sur son épaule. La nuit emporta leur silence dans les étoiles, tandis que le reste de la maison dormait, ignorant que quelque chose de puissant et de fragile venait de naître sous le clair de lune. Des semaines plus tard, Obena et Ife se rendirent au village de son défunt père, dans le domaine d'Ebi. Un voyage attendu depuis longtemps, Obena n'étant pas revenu depuis les funérailles.
Le trajet en voiture fut silencieux mais chaleureux, ponctué de mains serrées et de regards échangés occasionnels. À leur arrivée, les anciens se rangèrent devant la propriété pour les accueillir, stupéfaits de voir le fils autrefois réservé rayonner de lumière, entouré d'une femme. Le village, poussiéreux mais fier, accueillit Ife avec une curiosité prudente. Obéna la présenta à tout le monde, non pas comme une aide ou une assistante, mais simplement comme Ife, la femme que j'aime. Les mots se répandirent dans l'air comme la pluie sur la terre sèche. Ce soir-là, assis sous le manguier où son père racontait autrefois des histoires, Obéna regarda Ife rire avec les enfants et les anciens. Son rire ne lui semblait pas étranger, il lui appartenait. Plus tard, il se tourna vers elle et murmura « J'avais peur de t'amener ici, peur qu'on dise que tu n'étais pas à ma place. » Elle se tourna vers lui en souriant. « Je n'ai pas besoin de m'intégrer à un endroit. Je dois juste être là où on m'aime. » Le lendemain, les villageoises lui ont offert un emballage et des perles de corail, symbole d'acceptation. Sur le chemin du retour vers Lagos, Obéna serra sa main un peu plus fort. Leur amour, autrefois fragile, avait commencé à prendre racine et à s'enraciner, un terreau riche d'histoire et de guérison. La nouvelle de la relation d'Ife et Obéna s'est d'abord répandue dans les cercles sociaux, par des murmures échangés au champagne lors de brunchs à Lagos et de dîners entre riches et modestes. Il n'a pas fallu longtemps pour que les blogs et les colonnes à potins en entendent parler. Un milliardaire handicapé et une ancienne domestique entretenaient une liaison secrète, titrait un article en lettres capitales. Un autre, plus subtil, disait « De serviteur à la société, l'histoire d'Ifnania Okek ». Chaque publication suscitait des vagues de réactions. Certains admiraient le courage qu'il fallait pour aimer au-delà des classes sociales, d'autres déversaient leur venin, accusant Ife de manipulation, de s'installer confortablement. Obéna gardait un visage calme lors des réunions du conseil d'administration et des événements caritatifs, mais Ife sentait que cela le troublait. À la maison, il était plus doux, plus protecteur, il la regardait comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse sous la pression. Pour Ife, traverser cette tempête était comme traverser une vitre. Elle s'efforçait de garder son sang-froid, se consacrant à son bénévolat et évitant complètement les réseaux sociaux. Mais même au marché, les femmes chuchotaient et fixaient du regard. Un jour, une femme la désigna du doigt et murmura « Voyez-la, celle qui a séduit son ogre. » Ce soir-là, Ife était assise dehors, près du générateur, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Obéna la trouva et se tourna vers elle. « Je peux faire disparaître tout ça, » dit-il doucement. « Je peux publier une déclaration, tout annuler publiquement. » Se tourna-t-elle vers lui en secouant la tête. « Non. Si c'est vrai, nous ne nous cachons pas. Nous restons dans la lumière, ensemble. » Et à cet instant, Obéna réalisa que cette femme était plus forte que n'importe quelle tempête que la société pouvait leur lancer. Lorsqu'Obéna informa le conseil d'administration du groupe Maduka qu'Ife l'accompagnerait au sommet stratégique annuel, la tension dans la salle redoubla. Le conseil était principalement composé d'hommes d'âge mûr et de quelques femmes, tous vêtus avec une tenue formelle et stricte. Leurs expressions masquaient un mépris poliment confus. « À quel titre participe-t-elle » demanda l'un des directeurs en haussant un sourcil. En tant que partenaire et co-responsable de l'initiative de la Fondation, Obéna répondit fermement. Elle a mérité son droit d'être ici. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ife se tenait à ses côtés, vêtu d'une robe bleu marine ajustée mais modeste, tenant son discours préparé comme une armure. Ses mains tremblaient, mais son regard restait fixe. Quand ce fut son tour de parler, elle s'éclaircit la gorge et s'avança. « Je m'appelle Ife Nen Okek », commença-t-elle d'une voix assurée malgré le rythme effréné de son cœur. « J'ai traversé la vie avec très peu. J'ai récuré les sols de cette maison. Mais j'ai aussi travaillé avec des filles sans espoir, sans voix et sans voix. Je ne suis pas là pour vous impressionner, je suis là pour les servir. » Ces mots n'étaient pas tirés d'une feuille de relations publiques. Ils venaient de son âme et transperçaient la froide salle de réunion comme un rayon de soleil à travers une vitre. Les uns après les autres, les têtes hochèrent la tête. Même les plus sceptiques s'agitèrent sur leur siège. À la fin, les applaudissements fusèrent, non seulement pour son éloquence, mais aussi pour son authenticité. Lorsqu'ils quittèrent la pièce, Obéna lui serra la main. « Tu ne les as pas seulement conquis, Ife. Tu leur as rappelé ce qu'est vraiment le leadership.
Mais sa sincérité ne convainquit pas tout le monde. Une semaine après la réunion du conseil d'administration, un grand tabloïd publia un article de 2 pages intitulé « Du balai à la chambre, l'ascension d'Ifenen-Okek ». L'article ressortait de vieilles photos d'elle en uniforme, exagérait les chronologies et citait des sources anonymes affirmant qu'elle avait toujours visé haut. C'était malveillant, personnel et douloureux. Internet s'est enflammé. Si certains commentaires la défendaient, trop nombreux étaient cruels, se moquant de son passé, remettant en question ses motivations, décortiquant sa relation avec Obena comme une expérience publique. Cette nuit-là, Ife s'enferma dans sa chambre, les pages imprimées serrées dans son poing, le corps tremblant de fureur et d'humiliation. Obena, en lisant l'article, n'hésita pas. Il convoqua une conférence de presse le lendemain matin, sans agence de relations publiques ni intermédiaire. Lui seul dans son fauteuil roulant, vêtu d'un cafetan gris, avec Ife à ses côtés. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les micros ont été avancés. Et quand vint le moment de parler, Obena regarda la foule droit dans les yeux et dit « La femme que vous essayez de démolir est la raison pour laquelle je suis encore en vie. Elle m'a soutenu quand même ma famille me tournait le dos. Si vous appelez ça de la recherche d'or, alors vous n'avez jamais connu l'amour. » Le silence était puissant. Pas de montage. Pas de manipulation fantaisiste. Juste la vérité. Lorsque la conférence fut diffusée, l'opinion publique commença à changer. Non pas parce qu'Obena était riche, mais parce que l'amour authentique, imparfait et réel s'était exprimé avec audace contre le bruit. Des mois de planification discrète et de travail passionné ont abouti au lancement de la Fondation Maduka pour les filles dans un lieu ensoleillé de l'île Victoria. L'événement a été un vibrant mélange de culture, de philanthropie et de célébration. Parmi les participants figuraient des dignitaires, des commerçantes locales, d'anciennes filles des rues et des partenaires internationaux. Ife se tenait au centre, vêtue d'une robe Ankara éclatante, s'exprimant avec l'autorité de celle qui avait vécu les histoires mêmes que la Fondation cherchait à réécrire. Elle ne se contentait pas de parler du changement, elle l'incarnait. « Nous ne faisons pas que donner la charité », a-t-elle déclaré à la foule. « Nous construisons l'avenir de l'intérieur. » Obena l'observait depuis son siège à l'avant, la fierté au ventre. Elle avançait avec confiance, clarté et compassion. Après son discours, les donateurs ont promis des fonds sans hésitation. D'anciennes domestiques, certaines encore en uniforme, ont applaudi, les larmes aux yeux. Obena l'a ensuite rejointe sur scène, annonçant un engagement financier de 10 ans du groupe Maduka. Il ne s'agit plus d'héritage, dit-il, mais de justice. Ce soir-là, alors qu'il se tenait sur le toit, regardant les lumières de la ville s'éveiller, Ife murmura « Voilà pourquoi je suis resté ». Et Obena, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage, répondit « Voilà pourquoi je ne la lâcherai pas ». Malgré leur victoire publique, le doute s'installait comme un brouillard par une chaude journée. Ife commença à se demander si sa présence, son passé, n'attirait pas Obena vers une surveillance inutile. Un matin, assise dans le jardin, elle parcourait les commentaires haineux d'un blog sur son téléphone. C'est une phase. Il reviendra bientôt en classe. Un autre a dit qu'on ne peut pas effacer la pauvreté avec de l'amour. Sa confiance commença à s'effriter. Lui suffisait-elle? L'amour était-il suffisant pour supporter le poids de la perception, du pouvoir et des privilèges? Elle commença à s'éloigner subtilement, moins de rire, des conversations plus courtes, des silences plus longs. Obena le remarqua, et cela le brisa silencieusement. Puis, un soir, il entra dans le bureau où elle était assise seule, les épaules voûtées. « Ife, dit-il doucement, tu m'as porté à travers les tempêtes, maintenant laisse-moi porter tes peurs. » Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. « Je ne veux juste pas être la cause de ta chute. » Il se rapprocha et lui prit les mains. « Tu ne m'as pas brisé. Tu m'as construit. Tu as fait de cette vie quelque chose qui me donne envie de m'éveiller. Laisse-les parler. Laisse-les tourner. Mais n'en doute jamais, tu ne me retiens pas. Tu es la raison pour laquelle j'avance. » À cet instant, le doute fit place au calme, et le calme fit naître la force. Et, d'un seul coup, les ombres commencèrent à s'estomper. Obena était assis au bord de l'allée du jardin, une petite boîte en velours glissée dans sa poche de poitrine et un document plié sous ses genoux. Le ciel avait commencé à décliner, se teintant de nuances d'or et de pourpre.
Il avait passé des semaines à se demander comment faire sa demande. Comment demander à une femme qui avait autrefois lavé ses sols de construire désormais une vie à ses côtés, non pas pour le servir, mais pour lui donner un sens. Lorsqu'Ifeu émergea du couloir, pieds nus et vêtu d'une robe simple, il faillit perdre courage. Mais elle lui sourit, pleine de confiance, pleine de lumière, et il comprit que c'était la fin. « Ifeu, commença-t-il doucement, avant ton arrivée, j'étais entouré de murs et d'ombres. Tu les as abattus avec gentillesse. » Il sortit la boîte, mais avant même qu'elle puisse l'examiner, il lui remit l'acte de propriété. « Ceci est l'initiative de l'héritage de la fille Maduka. En ton nom. Cours. Assume-le. Et si tu veux de moi, épouse-moi, pas seulement avec cette bague, mais avec la vie que nous avons construite ensemble. » L'espace d'un instant, Ifeu resta figé sur place. Non pas par l'extravagance, ni par la portée juridique du document, mais par son intentionnalité. Il ne lui demandait pas simplement de porter son nom. Il lui offrait pouvoir, confiance et partenariat. Sa voix tremblait. « Tu veux que je sois ta femme et ta co-rêveuse ?» Il hocha lentement la tête. « Je veux changer le monde, Ifeu, et je ne peux pas y arriver sans toi à mes côtés. » Des larmes perlèrent au coin de ses yeux tandis qu'elle s'agenouillait devant lui, non par soumission, mais par admiration totale pour l'instant. « Oui, Obéna, » murmura-t-elle en lui touchant la main. « Je t'épouserai. Mais plus que ça, je bâtirai ce monde avec toi. » Brique par brique. Tandis qu'ils s'embrassaient, les oiseaux de nuit chantaient leur approbation, et dans ce jardin sacré, un nouveau chapitre commençait tranquillement. Obéna avait organisé une demande en mariage officiel, mais Ifeu insistait pour quelque chose de plus simple, de plus authentique. Ils retournèrent donc au jardin, lieu de transformation pour eux deux. Sous le même amandier où ils s'étaient assis en silence et avaient failli s'embrasser, elle portait une robe couleur crème et ses cheveux naturels étaient tressés en un chignon bas. Pas de caméra, pas de fanfare. Juste Momonkeshi, deux amis proches et une brise qui portaient le parfum des bougainvilliers. Obéna la regarda avec révérence et admiration, les mains posées sur les accoudoirs polis de son fauteuil roulant. « Je n'ai plus rien à prouver, » dit-il doucement, « si ce n'est que je t'aimerai avec la force que je croyais avoir perdue. » Ifeu lui prit les mains et les porta à sa poitrine. « Tu n'as jamais perdu ta force, Obéna. Tu avais juste besoin que quelqu'un te rappelle où elle vivait. » Elle s'agenouilla à nouveau, non pas comme une épouse réclamée, mais comme une femme qui choisit pleinement. Et je dis oui. Doucement, hardiment et complètement. Il glissa la bague à son doigt, un délicat anneau d'argent gravé des mots « Quand la vérité trouva l'amour ». Ils ne pleurèrent pas, ne se réjouirent pas. Ils restèrent simplement immobiles, en paix, en accord. Ce soir-là, ils dînèrent dans le jardin, avec la soupe aigusie de Momonkeshi et du zobo dans des gobelets en plastique. La lune observait un rire flotter dans l'air nocturne. Un rire brut et parfait, un oui sacré sans témoin, mais plein de sens. Lorsqu'ils annoncèrent la nouvelle à Momonkeshi, elle resta silencieuse pendant près d'une minute. Elle regarda Ifeu, puis Obéna, et laissa échapper un soupir tremblant. « Je savais, » dit-elle finalement en s'essuyant les yeux avec son mouchoir. « J'ai su, en voyant comment tu l'as défendu ce jour-là, que quelque chose de plus grand était en train de se produire. » Elle serra Ifeu si fort dans ses bras qu'elle eut l'impression de rentrer chez elle. « Tu as construit une maison avec seulement de la gentillesse, » murmura-t-elle. « Et d'une certaine manière, tu lui as donné envie d'y vivre. » Lorsqu'elle se tourna vers Obéna, elle agita le doigt d'un air taquin. « Tu ferais mieux de la traiter comme le trésor rare qu'elle est, sinon je te conduirai moi-même dans cette allée. » Les préparatifs du mariage commencèrent, sous la conduite de Momonkeshi. Elle supervisait tout, de la liste des invités à la dégustation de Jollof, et insistait pour que ce soit intime. Non pas que nous nous cachions, mais parce que cet amour n'est pas fait pour la performance, déclarait-elle. La robe de mariée d'Ifeu fut cousue par une couturière locale, qui avait été l'une des jeunes filles sauvées par la fondation. Obéna choisit un simple tatbata brodé des initiales d'Ifeu et d'un fil à l'ourlet. Au fil des jours, les bénédictions affluèrent des plus inattendues, d'anciennes servantes, du personnel de maison et même des membres du conseil d'administration qui avaient autrefois méprisé Ifeu. Mais aucune bénédiction n'était plus sacrée que celle de Momonkeshi, qui disait « Ton amour a commencé dans le silence, a survécu au bruit et parle maintenant plus fort que n'importe quel scandale. »
Puisse-t-il ne jamais perdre sa voix. Le jour du mariage arriva comme une douce marée, calme, honnête et pleine d'âme. Célébré dans le jardin qui avait été témoin de leur peine et de leur joie, il était décoré de roses blanches, de palmes et de lanternes tressées suspendues aux arbres. Il n'y avait ni lustre sophistiqué ni invité célèbre. Parmi les invités figuraient des orphelins de la fondation, des domestiques de l'ancienne équipe d'Obéna, des anciens du village et des amis proches qui les avaient soutenus. Obéna descendit l'allée en fauteuil roulant, son meilleur ami à ses côtés, tandis qu'Ifeu marchait pieds nus, sa robe simple mais élégante, le visage rayonnant de paix. Lorsqu'elle le rejoignit, ils ne dirent pas grand-chose. Leurs vœux n'étaient pas de la poésie, mais des promesses forgées dans la vérité. « Ifeu, commença Obéna, tu as apporté la lumière là où je croyais l'obscurité permanente. Je ne jure pas d'être parfaite, mais je jure de continuer à guérir, avec toi à mes côtés. » Ifeu sourit à travers ses larmes. « Obéna, j'étais la femme de ménage qui nettoyait tes sols, mais aujourd'hui je suis à tes côtés, non pas parce que tu m'as changé, mais parce que tu m'as vu. Je jure de ne jamais te laisser oublier qui tu es, lumière, même lorsqu'elle s'affaiblit. » Ils échangèrent les alliances, tandis qu'une chorale de filles de la fondation chantait en arrière-plan. Et tandis qu'ils étaient déclarés mari et femme, le vent se leva légèrement, comme si la nature elle-même dansait en accord. Ils ne s'embrassèrent pas immédiatement. Ils se tinrent simplement la main et regardèrent les invités, leur voyage et l'un l'autre. L'amour n'avait pas besoin de mise en scène, il en avait déjà suffisamment. Après le mariage, tandis que les invités rentraient chez eux et que le soleil baissait la tête dans le ciel du soir, Obéna et Ifeu demandèrent à être laissés seuls pour une dernière promenade, comme celle qu'ils avaient faite à la fin du chapitre 25. Cette fois, il n'y avait ni ombre ni secret, seulement le chant des oiseaux et le bourdonnement discret des insectes dansant dans le crépuscule. Obéna tournoya lentement, et Ifeu marcha à ses côtés, leurs mains liées non par désespoir, mais par union. Ils passèrent devant le même parterre de fleurs qu'elle arrosait autrefois en silence, le même banc de pierre où il s'était assis, ruminant son amertume. Tout avait changé, et pourtant, ils étaient là, marchant toujours ensemble. « Je me souviens du début où j'ai détesté ce chemin, » dit Obéna d'une voix calme. Cela me rappelait tout ce que j'avais perdu. Maintenant, cela me rappelle tout ce que j'ai trouvé. Ifeu se pencha et l'embrassa doucement sur le front. C'est ce que fait l'amour. Il réécrit l'histoire. Ils atteignirent le bord du chemin où une petite plaque avait été installée. On pouvait y lire « Ici, la bonté s'est épanouie. Ici, l'amour s'est rappelé à lui-même. » Tandis qu'ils se tenaient là, toujours main dans la main, Obéna murmura « Peu importe où la vie nous mène, Ifeu, promettons-nous une chose, ne cessons jamais de marcher ensemble. » Elle hocha la tête. « Jamais. Même si on rampe, même si on trébuche. Ensemble, toujours. » Et tandis que les étoiles commençaient à percer le ciel, ils se retournèrent et repartirent, deux âmes enfin libres, enfin chez elles, sans rien à prouver et avec encore tout pour vivre. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.